à tous, donc je suis Charlotte Grivel, interne en pharmacie actuellement en 2e semestre au centre hospitalier d'Orléans. Et donc je vais vous présenter mon travail qui portait sur l'identification des facteurs de risque de néphrotoxicité du cisplatine à partir d'une série de cas. Donc pour commencer, de rapides rappels, donc le cisplatine a une toxicité rénale importante. Sa distribution est marquée par une liaison aux protéines plasmatiques forte et rapide et l'élimination de sa fraction libre est effectuée par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire via des transporteurs rénaux, OCT2 au niveau basolatéral et MAT1 et 2 au niveau apical des cellules tubulaires rénales. Et on note dans le RCP du cisplatine qu'une clairance de la créatinine selon Cockcroft et Go inférieure à 60 ml/min contre-indique son administration. Donc ce travail fait suite à la survenue début 2019 de plusieurs cas de néphrotoxicité rapprochés chez des patients traités par protocole extrême, donc associant du cisplatine à haute dose au cetuximab et au 5-fluorouracil. Et en vue d'une revue de mortalité, la recherche, l'identification des facteurs de risque et causes de néphrotoxicité du cisplatine a été menée. Pour cela, une revue de la littérature a été réalisée pour rechercher les facteurs de risque de néphrotoxicité du cisplatine. Ensuite, nous avons collecté de manière rétrospective les données des patients traités donc, par protocole extrême sur la période de janvier 2018 à avril 2019 en vue d'identifier les cas de néphrotoxicité correspondant à une créatininémie multipliée par au moins 1,5 et donc de rechercher chez ces patients les facteurs de risque identifiés dans la littérature. Et enfin, une recherche d'interaction médicamenteuse donc, potentielle sur la voie de sécrétion tubulaire du cisplatine a été menée à partir d'une publication Renal Drug Transporters and Drug Interactions d'Anton Ivaniuk et son équipe. En résultat, 13 publications sont retenues, d'où ressortent les facteurs de risque suivants, l'hypoalbuminémie, le tabagisme, les pathologies cardiaques, le diabète, l'hyperuricémie, une absence de supplémentation en magnésium, des interactions médicamenteuses, notamment avec la prise chronique d'AINS, dont l'oncétron et l'association à des médicaments néphrotoxiques, et enfin l'âge et le sexe féminin. Concernant nos patients, donc 7 patients sont traités par protocole extrême sur la période analysée. 5 d'entre eux présentent une néphrotoxicité et parmi ces néphrotoxicités, 2 patients sont décédés. Parmi les facteurs de risque retrouvés donc, chez ces patients avec néphrotoxicité, on voit que tous présentent une hypoperfusion rénale, un tabagisme et la prise d'oncétron sur plus d'une journée. Et apparaissent ensuite par série de 2, donc une clairance inférieure à 60 selon Cockcroft et Go, le sexe féminin et l'hypoalbuminémie. Seul un patient a une pathologie cardiaque, donc à type d'hypertension artérielle. Ensuite, concernant les médicaments en interaction théorique sur la voie de sécrétion du cisplatine, nous avons retenu seulement donc les inhibiteurs du transporteur MAT1. On retrouve en moyenne donc, chez nos patients 5 médicaments potentiellement en interaction et tous ont donc du paracétamol, le pantoprazole et l'ondansetron. Et ensuite on retrouve par ordre de fréquence la prégabaline, le tramadol, le méthoclopramide et la ranitidine. Donc pour finir, certains facteurs de risque n'ont pu être évalués, comme l'uricémie, absente des bilans, la prise d'AINS et l'âge par absence de valeurs discriminantes dans la littérature. Parmi nos patients, aucun n'est diabétique et tous ont reçu une hyperhydratation à 3 litres par jour avec une supplémentation en magnésium. Pour revenir sur les interactions potentielles, MAT1 est le principal transporteur donc, des flux urinaires du cisplatine. Donc son inhibition entraîne une accumulation intratubulaire du cisplatine. Les preuves cliniques de cette inhibition sont pour le moment limitées, mais associées à un retard de diurèse qui était présent ici chez tous nos patients. Ce type d'interaction participe probablement à la iatrogénie. Et finalement, voici des mesures correctives et d'amélioration proposées suite à ce travail. Donc, la modification des bilans préthérapeutiques et d'intercure avec l'ajout de l'uricémie, de la magnésémie et le calcul systématique de la clairance de la créatininémie selon Cockcroft et Go. L'incitation à la déprescription, notamment des inhibiteurs de la pompe à protons, de l'ondansetron sur plus d'une journée.
Le référencement d'une solution buvable d'après Pitant pour les patients avec sonde de gastrostomie. La vigilance vis-à-vis des conditions de duresse des patients. La modification de la chronologie d'administration du magnésium dans nos protocoles d'hyperhydratation avec une administration donc en préhydratation. La modification du suivi des patients durant l'hospitalisation avec un suivi plus régulier du bilan entrée-sortie, du poids et évolution de la créatinémie selon la valeur basale. Et la rédaction d'une fiche de bon usage qui est en cours de relecture et de validation par les prescripteurs. Voilà, merci pour votre attention. C'est bien, vous concluez avec brio cette session, y compris au niveau du timing. Alors, on a 2-3 minutes encore, c'est bien. Il faut vous poser plein de questions. Alors, y a-t-il des questions? Parce que je pense que cette communication doit nous interpeller, en fait, dans différents sens. Des questions, des remarques sur vos expériences relatives par rapport. Alors là, voilà, en haut. La personne qui lève la main. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir si vous saviez s'il y avait un polymorphisme qui existait du transporteur MAT1 qui pouvait modifier son activité. Alors, je ne suis pas sûre, non, mais c'est possible. Il me semble avoir lu dans une publication que oui, il y avait des polymorphismes, mais je ne suis pas certaine. Indépendamment des facteurs de risque, est-ce que, alors que ce soit dans le protocole extrême ou dans d'autres protocoles avec le cisplatine, dans beaucoup de protocoles avec le cisplatine, là vous faites actuellement une supplémentation par magnésium, il y a quand même très souvent, et ça pose quand même sur pas mal de choses de base, une supplémentation avec d'autres électrolytes qui sont faits régulièrement, avec entre autres du potassium et du calcium. Alors après ça dépend de la durée, mais souvent avec quand même 3 grammes de potassium, parce que le cisplatine provoque une fuite d'un certain nombre d'électrolytes. Vous l'avez pas évoqué, mais c'est fait dans le protocole extrême ou dans d'autres protocoles avec le cisplatine, cette supplémentation avec d'autres. Oui, c'est fait. Oui, je ne l'ai pas évoqué parce que oui, je parlais principalement du magnésium, mais oui, c'est fait avec le protocole extrême aussi. D'accord. Alors des questions. Là, ouais, tout au fond, ouais. Du coup, bonjour. Est-ce que vous parlez de l'ondansetron? Est-ce que vous avez réfléchi aux potentielles mêmes interactions avec les autres inhibiteurs de 5-HT3, notamment les nouvelles associations qui sont utilisées avec le cisplatine? Notamment avec quoi j'ai pas... Avec les nouvelles associations, notamment le panonosétron, est-ce qu'il y a la même interaction qui est retrouvée avec les autres molécules? Alors justement, il n'y a pas forcément... J'ai pas de données justement par rapport au panonosétron. J'avais retrouvé seulement avec l'ondansetron et le granicétron, je crois. Et on n'a pas retrouvé de données en effet avec le panonosétron ou ce genre de molécule. Donc, pour le moment, je sais pas. Bon, je pense que cette étude, en tout cas, je pense, doit amener des réflexions ultérieures. C'est-à-dire parce qu'après se pose la question du niveau de preuve de l'article auquel vous faites référence, c'est-à-dire et l'impact, le véritable impact clinique au-delà des interactions pharmacocinétiques, en fait. Et en tout cas, nous, on vous encourage à pousser plus loin l'investigation, que ce soit expérimentalement, je veux dire, en termes de cohorte suivie, ou en termes de revue de la littérature, pour oui ou non, faut-il aboutir à un certain nombre de recommandations pratiques, en fait, parce que c'est ça après qui nous importe. C'est à quel moment on peut, en termes de niveau de preuve, on peut aller jusqu'à une recommandation réelle, en fait. C'est ça qui n'est pas toujours simple entre la recherche. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc merci. Pardon, Et donc on va clôturer, tout simplement. Vous voyez, on est quasiment dans les temps, donc
on ne sera pas taxé de retardataire. Donc un grand merci parce que je sais que c'est vraiment un exercice qui est difficile pour tous ceux qui présentent. Vous l'avez fait avec brio, on vous remercie et on vous encourage surtout à poursuivre vos travaux initiaux ou à initier d'autres études. Merci à tous en tout cas.